Le verdict du procès Erignac, 2 condamnations à perpétuité. Les 6 autres accusés ont des peines allant de 15 à 30 ans de réclusion. Explosion de colère en plein tribunal. Première réaction de Nicolas Sarkozy qui appelle la Corse à tourner la page de la violence. Pour les organisations nationalistes, c'est un verdict de vengeance plus qu'une décision judiciaire. Mortel accident sur l'autoroute A6. La collision entre une voiture et un camion a fait 5 morts, dont un enfant. L'autoroute a été provisoirement coupée. Très gros embouteillage dans la région. Après l'attentat manqué contre le chef de l'État, les cérémonies du 14 juillet seront sous haute sécurité. Un dispositif exceptionnel a été mis en place. Et puis sous la canicule, le Tour de France, les cyclistes sont à la peine, les amateurs au bord des routes aussi, mais peu importe, le Tour continue. C'est l'Italien Petacchi qui a remporté la 6e étape. Madame, Monsieur, bonsoir. Le verdict du procès Erignac est tombé en fin d'après-midi, provoquant aussitôt, je vous le disais en titre, une vague d'émotion et de colère dans la salle de la cour d'assises. Alors que l'hymne corse était entonné, les accusés levant le poing dans le box. Une image qui résume le sentiment des familles et des 8 nationalistes qui comparaissaient devant les magistrats de la cour d'assises spéciale de Paris. Le verdict va de la perpétuité à 15 ans de prison. Sur place, Dominique Verdaillan, Loïc de Hamanrey. Assommé, la sœur d'un des accusés. La démarche est chancelante, le souffle est court. Alain Ferrandi vient d'être condamné à la perpétuité. Certes, il avait avoué, mais sa sœur ne comprend pas. Je n'ai pas de mots. Je vous assure que pour notre peuple et pour eux, c'est tout ce que je peux vous dire. L'épouse de Vincent Andriuzzi ne comprend pas non plus. Depuis 4 ans, son mari se dit innocent. Verdict, 30 ans de réclusion. Qu'est-ce que je vais dire à mon fils de 7 ans? Je vais lui apprendre quoi de la vie à ce gamin? Ton père a été condamné à 30 ans de prison. Pourquoi, maman? Pour rien, ils se sont trompés, c'est une erreur. Vous croyez qu'on peut dire ça à un enfant? Je me battrai, je ne sais pas encore comment. Parents, proches, amis des accusés sont conduits vers la sortie du palais. Sur les marches, des sympathisants corses donnent un aperçu des réactions à venir sur l'île. Aujourd'hui, les réquisitions ont été suivies. Le verdict qui a été prononcé est un verdict inique. Un verdict que les Corses n'accepteront pas. Dans la salle, après le verdict, les membres de la famille entonnent des chants corses. Point levé. Un des accusés crie « Vive la lutte !» Un autre est sorti du box Manu Litari. Les avocats, eux, affichent leur déception. La pression était telle sur la juridiction parisienne depuis 6 semaines. Il y avait une sorte de sacralisation finalement, et je le dis sans aucun esprit polémique, Madame Erignac s'était un peu installée au milieu de la cour d'assises. Il fallait apporter une réponse à Madame Erignac. On a pris cette décision, et cette décision qui me semble profondément injuste. C'est une décision qui veut signifier une sévérité de l'État à l'encontre des nationalistes corses en général. Pour l'avocat de la partie civile, un verdict d'apaisement, de réconciliation était illusoire. C'est un rêve. Un verdict de réconciliation dans une affaire où l'on juge des gens qui ont commis un assassinat et qui l'ont revendiqué. Comment est-ce que l'on peut se réconcilier par la justice? Il n'y a pas de réconciliation possible. Dominique Erignac est parti du palais sans faire de commentaires, sans triomphalisme. Seul un sourire retrouvé laisse penser que pour elle, justice lui a été rendue. En direct du palais de justice, nous vous retrouvons Dominique Verdaillan. Alors comment peut-on comprendre et analyser ce verdict? Écoutez, ce procès était un mariage impossible. D'un côté, on attendait le droit, de l'autre, on prenait une réponse politique. L'accusation, vous en souvenez, voulait un verdict exemplaire pour un crime qui est aussi une blessure faite à la République. La défense, elle, suppliait une main tendue tout en disant « attention, danger ». 4 perpétuités avaient été requises, ainsi que des périodes de sûreté. Descendez beaucoup, avait plaidé hier maître Vincent Stagnara. La Cour est descendue un peu, pas suffisamment aux yeux de la défense. Claude Erignac a été assassiné parce qu'il incarnait un symbole. Nous ont répété tout au long de ce procès les accusés. Ce soir, certains diront sans doute que ce verdict est lui aussi un symbole. Merci Dominique Verdaillan. Nicolas Sarkozy, pour sa part, s'est exprimé peu de temps après le verdict, invitant les Corses à tourner la page de la violence, faisant en sorte, a déclaré le ministre de l'Intérieur, que plus jamais de tels drames ne se produisent. Partons tout de suite pour la Corse. Comment réagit-on à l'annonce de ce verdict qui était attendu, voire redouté? Pour l'instant, globalement, on préfère se taire. Le temps des communiqués viendra. À Ajaccio, les quelques commentaires soulignent le mécontentement, sinon la colère. Yann Franti, Sylvain Dauba.
En apparence, Ajaccio vit une veille de week-end des plus habituelles. La foule se presse dans les rues avant la fermeture des boutiques, les terrasses s'animent, on profite des heures les moins chaudes de la journée. Rien ne semble perturber la quiétude de l'île de Beauté. Rien, pas même ce verdict tant attendu. D'ailleurs, peu nombreux sont ceux qui acceptent de réagir. Ah ouais, c'est sévère, ouais. Ah, ça me fait de la peine pour eux et pour la famille de Rignac. C'est vrai, c'est vraiment payé trop cher. Je soutiens ces hommes-là, c'est tout. Hein. C'est le mariage au fond du cœur, hein, je vous dis franchement. Hein. Je pense qu'il y a quand même une majorité de Corses, je ne sais pas si c'est un effet de solidarité, qui va trouver ça très lourd. Ceux, très rares qui osent parler, expriment donc leur mécontentement. Pas de commentaires pour l'instant chez les officiels. Seule la Ligue des droits de l'homme s'est exprimée ce soir. On a le sentiment d'une fin de cycle. Le cycle du dialogue est quand même effectivement aujourd'hui fortement questionné. Il faudra certainement beaucoup de volonté politique, beaucoup d'intelligence politique pour éviter un nouveau cycle de violence et de répression. Arrestation de Colonna, non au référendum et maintenant verdict du procès Erignac. En une semaine, la Corse a connu 3 événements majeurs. Comment va-t-elle réagir? Personne ce soir ne semble pouvoir répondre. En direct d'Ajaccio, nous retrouvons Stéphane Breitner. Diriez-vous que la tension palpable depuis quelques jours est montée en puissance depuis le verdict? Vous savez, Béatrice, effectivement, depuis vendredi dernier, la tension monte petit à petit et depuis 2 heures, elle est encore montée d'un cran. Alors on avait annoncé il y a un peu moins d'1 heure une manifestation, finalement elle n'a pas lieu, mais elle pourrait se tenir ce soir dans les rues d'Ajaccio. Vous savez, depuis une semaine, les événements se précipitent. Il y a eu les arrestations des complices présumés d'Ivan Colonna et puis ces attentats à répétition, encore 3 la nuit dernière. Alors, d'après nos informations, des forces de police sont arrivées sur l'île cet après-midi et les rondes autour des bâtiments publics devraient se multiplier. Les forces de l'ordre que nous avons pu rencontrer nous ont avoué qu'elles étaient inquiètes et qu'elles s'attendaient à un week-end difficile. Alors Stéphane, peut-être d'un mot, y a-t-il eu déjà des réactions des partis indépendantistes ? Oui, il y a eu des réactions. Les 2 principaux partis nationalistes, Corsica Nazione de Jean-Guy Talamoni et Indipendentista, ont réagi par un communiqué il y a moins d'1 heure. Ils estiment que ce verdict est davantage une vengeance qu'une décision judiciaire. Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit, la nervosité qu'il y a chez les militants. Et comme le disait Yann Fronti dans ce reportage, la semaine a été difficile. 3 mauvaises nouvelles, l'arrestation d'Ivan Colonna, le non-référendum et puis ces peines très lourdes ce soir. Alors dernière information, le comité anti-répression, vous savez, c'est cette association qui milite pour la libération des prisonniers corses, qu'ils appellent les patriotes, pourrait appeler et appelle d'ailleurs à une grande manifestation samedi prochain dans les rues d'Ajaccio. Merci Stéphane Breitner. Des mesures de surveillance à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône autour des bâtiments publics ont été mises en place dès ce matin. Un renforcement de la sécurité autour des bâtiments, symbole de l'État, et cela concerne plusieurs préfectures, notamment dans le sud de la France. Ce vendredi est classé rouge par Bison Futé. En ce début de week-end du 14 juillet, un accident mortel s'est produit en début d'après-midi sur l'autoroute A6. Les 5 passagers de la voiture ont été tués lors de la collision avec un poids lourd. Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame, mais comme vous le voyez sur ces images, l'autoroute a été coupée dans le sens Paris-Province et Province-Paris. Des bouchons se sont aussitôt formés. L'accident a eu lieu en Saône-et-Loire, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon. De nombreux automobilistes ont été rapidement pris dans les bouchons. Une déviation a été mise en place, mais le flot des voitures s'est retrouvé bloqué sous la chaleur après cette terrible collision. Reportage Laurence Deleur et Chloé Lecomte. Les pompiers auront mis à peine 10 minutes pour se rendre sur le lieu de l'accident. Mais lorsqu'ils arrivent, il est déjà trop tard. La voiture était malheureusement en feu lorsque les moyens d'incendie sont arrivés. Les passagers de la voiture, originaires du Nord, 2 couples et un enfant, sont décédés dans l'incendie. Leur véhicule s'est retrouvé encastré sous un camion et projeté au-dessus du terre-plein central. Il semble que le camion qui précédait la voiture se soit déporté pour une raison encore inconnue, mais le chauffeur qui est blessé et qui est à l'hôpital de Chalon nous le dira probablement assez rapidement, s'est déporté. La voiture le suivait d'assez près, s'est pris dans ce mouvement et s'est encastré dans le véhicule, ce qui a provoqué l'accident. Autre témoin de ce drame, les occupants du véhicule qui suivaient la voiture accidentée. Ils seraient de la même famille que les victimes. La police scientifique et technique est venue effectuer les premières constatations cet après-midi.
Le chauffeur, blessé au ventre, qui conduisait un camion italien, devrait être entendu dans les jours à venir. Conséquence de cet accident, l'autoroute A6 a été fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures, engendrant plus de 40 km de bouchons cumulés. Et non loin du lieu de l'accident sur l'autoroute A6, nous retrouvons en direct Didier Guyot. Alors quel est le point à l'heure qu'il est sur cet axe routier particulièrement fréquenté en période de vacances? Écoutez Béatrice, comme vous pouvez le constater, bien la circulation a donc repris dans les deux sens entre Châlons et Tournu. L'autoroute a donc été coupée pendant près de 5 heures et c'est désormais possible d'à nouveau emprunter cette autoroute direction sud ou direction nord. La coupure de l'autoroute bien sûr a entraîné de nombreux bouchons. Ces bouchons se sont résorbés peu à peu comme partout ailleurs. D'ailleurs sur le territoire national, la circulation reste tout de même dense, notamment à hauteur de Lyon. Il est vrai qu'il y a eu là aussi le Tour de France, un peu plus bas sur Valence ou Nîmes. Quelques petits points noirs également à Grenoble, c'est la route de la montagne, et aussi à Visil sur le national 85. Attention pour demain, la journée est également rouge. Il y aura donc là aussi des ralentissements, des bouchons. Soyez patients, soyez prudents également parce qu'il y a eu de nombreux accidents aujourd'hui, comme cet accident filmé en début d'après-midi par Chloé Lecomte au sud de Châlons, pas loin de l'aire de repos de la Ferté. Eh bien, une voiture a terminé sa course dans un fossé. 4 personnes à bord, 2 personnes ont été blessées, dont une grièvement atteinte puisqu'elle a quand même été éjectée à plus de 10 mètres de la voiture. C'est dire la violence du choc. Soyez donc prudents, de nombreux accidents. Il y a eu un autre accident également sur l'autoroute A31 à la frontière luxembourgeoise, beaucoup plus au nord. Attention donc demain, journée rouge, soyez patients et soyez prudents. Merci Didier. Parmi les conseils essentiels à donner à tous ceux qui prennent la route, évitez le surpoids de fatigue et les risques d'endormissement qui en résultent. La somnolence au volant est en effet l'une des causes principales des accidents. Voici donc ce qu'il faut faire et ne pas faire. Maryse Borgetto. Voici le premier effet de la somnolence. Difficile de suivre sa trajectoire. Des tests ont prouvé que la fatigue multiplie par 8 les risques d'accident, de jour comme de nuit. Surtout entre 2h et 5h du matin, une période propice au sommeil. Alors, il y a ceux qui préfèrent s'arrêter afin d'éviter le pire. Vous vous retrouvez à 2 cm de la rambarde quand vous vous réveillez. Si c'est pas bien. Ouais. Pour rouler en toute sécurité, plusieurs règles s'imposent. Tout d'abord, dormir plus que d'habitude la nuit avant le départ, mais aussi faire une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures. L'occasion de marcher et de se rafraîchir pour bien récupérer avant de repartir. Et dès l'apparition des signes avant-coureurs de fatigue, bâillements, nuque raide et paupières lourdes, il faut savoir s'arrêter. On considère qu'une privation de sommeil, dans certaines proportions, correspond à une absorption d'alcool, c'est-à-dire que ça a les mêmes effets sur la vigilance, sur les temps de réaction et finalement sur le risque d'accident. La sécurité routière va donc lancer une grande campagne de sensibilisation sur la somnolence et le manque de sommeil. Le moment est propice. Paradoxalement, la moitié des conducteurs réduit son temps de sommeil à cette période de grand départ et 1 sur 10 dort même moins de 5 heures avant de prendre la route. Une constatation suffisamment alarmante pour éveiller la conscience des vacanciers. Enfin, pour clore ce chapitre, sachez qu'un réseau de pirates de la route a été arrêté. Sous la menace d'armes à feu, ces pirates dépouillaient les touristes dans les départements des Bouches-du-Rhône. On retiendra comme conseil de sécurité de choisir plutôt les parkings des stations-service et des restaurants bien éclairés. Après 4 mois de cavale, l'une des pointures du grand banditisme, Antonio Ferreira, a été arrêté hier soir grâce à l'action conjuguée des policiers de l'anti-banditisme. Un coup de fil exemplaire, Antonio Ferreira qui a été mis en examen et incarcéré. Zindine Boudaoud, Joseph Bachtik. Chemise ouverte, lunettes de soleil, bronzé, Antonio Ferreira a l'apparence d'un touriste. Un touriste dangereux que les policiers ne quittent plus. Il les a fait courir 4 mois. Le malfaiteur est conduit chez le juge avant de retourner à la case départ, la case prison. Antonio Ferreira avait changé de physionomie après son évasion. Cheveux décolorés, nez refait, mais pas suffisant pour tromper les hommes du commissaire Lafranc. Au bout du fil, pour le féliciter, le patron du RAID, celui qui a arrêté Ivan Colonna. Salut Christian. C'est Christian, c'est le chef du RAID. Ah, c'est normal, je l'avais félicité la semaine dernière. La cavale d'Antonio Ferreira a pris fin hier soir à la terrasse de ce café parisien. Les policiers lui ont tendu un piège. On voit arriver une moto avec deux individus de type à bord, sur nous juchés sur la moto, et puis après on le reconnaît, on attend qu'il se pose tranquillement
dans le bar, il y a quelqu'un qui arrive à son contact et là on interpelle les trois garçons que l'on a aujourd'hui en garde à vue. Antonio Ferrara avait rendez-vous dans ce bar avec 2 hommes. L'un d'entre eux s'était lui aussi évadé il y a 5 ans d'une prison. Ensemble, ils préparaient un nouveau braquage, c'est la conviction des enquêteurs. Antonio Ferrara n'a pas eu le temps de sortir son arme, les policiers l'ont surpris. Ils sont intervenus comme des pros apparemment, parce qu'il n'y a pas eu de coup de feu tiré, il n'y a rien eu. Apparemment c'est des professionnels, hein, c'est des gros. Hein. Je voyais des armes brandir comme ça, vous dites s'il y a un coup de feu qui part comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi j'ai eu peur. Des tirs au lance-roquettes, voilà ce qu'avaient utilisé les complices d'Antonio Ferrara pour le faire évader. Ce soir, les policiers sont sur les traces de ceux qui l'ont aidé dans sa cavale. Un an après l'attentat manqué contre le chef de l'État, les cérémonies du 14 juillet se dérouleront sous haute surveillance. Un dispositif exceptionnel a été mis en place. Christelle Bertrand, Paul de Genève. La garde républicaine en garde rapprochée. Nous sommes à la répétition du défilé. Dans la voiture de tête, la doublure du président. Lundi, contrairement à d'habitude, les chevaux seront plus près du chef de l'État pour lui servir de rempart. Le dispositif, une file de chevaux linéaire et mobile par définition, placée à la hauteur d'une autorité, est quand même très gênante et pour entrer à l'intérieur ou pour faire une visée. L'année dernière, la garde républicaine n'était là que pour la parade. Au moment où les 2 coups de feu éclatent, le chef de l'État est totalement à découvert. Le tireur s'était fondu dans la foule avec son arme. Dans 2 jours, pour éviter tout incident, le public sera canalisé derrière des barrières. Entre l'Étoile et la Concorde, la préfecture a décidé d'installer des périmètres de sécurité. 25 espaces clos de chaque côté des Champs-Élysées pourront accueillir chacun environ 1500 personnes. À l'entrée de ces enceintes, il y aura une fouille des sacs. Nous vérifierons que personne n'introduit, bien sûr, d'armes, mais aussi aucun objet de nature à troubler l'ordre public. Cette année, les effectifs de sécurité seront multipliés par 2. Au total, 4750 hommes répartis partout, jusque dans le public. Les missions essentielles de ces effectifs en civil consisteront, à observer de façon attentive la foule, mais également à intervenir dans l'éventualité d'individus ou de groupes perturbant le défilé ou l'ordre public. L'avertissement concerne tous ceux qui seraient tentés de revendiquer au passage du chef de l'État, et cet été, ils sont assez nombreux. Bernard Tapie, qui avait été placé en liquidation judiciaire en 1994, n'était pas en état de cessation de paiement. La Cour de cassation a rendu un arrêt dans ce sens, validant ainsi le jugement du tribunal de commerce de Paris en juin 2000. Dans l'affaire Allègre, l'épouse de Dominique Baudis a été entendue comme témoin, confirmant l'emploi du temps de son mari ce 20 novembre 90, date à laquelle Patricia l'accuse de l'avoir violentée. Or, Isabelle Baudis était en compagnie de son mari toute la soirée et toute la nuit. Le conflit des intermittents du spectacle après l'annulation de plusieurs festivals. Jean-Pierre Raffarin, que l'on n'avait pas encore entendu, s'est dit favorable à la mise en place d'un système d'indemnité pour les organisateurs. Le Premier ministre évoque par ailleurs un programme national pour la pérennité des festivals. Nous l'écoutons. J'ai une profonde tristesse au cœur quand je vois qu'à un moment ou un autre, on prive des jeunes, on prive les publics les plus populaires de cette expression culturelle. Je souhaite vraiment que nous gardions en France cette terre de festival. Nous souhaitons vraiment d'abord faire en sorte qu'on puisse assurer la pérennité des festivals. Et nous mettrons en place un programme national pour la pérennité des festivals, pour que quelles que soient les difficultés d'une année, il ne puisse être question de mettre en cause l'avenir de ces festivals. À Avignon, après l'annulation du festival In, certaines troupes refusent de jeter l'éponge et tentent, comme elles le peuvent, de maintenir les spectacles du off dans un climat partagé. Reportage Sophie Jouve, Thierry Breton. Quand Bartabas sort de sa réserve pour assister au dernier forum organisé par le Festival d'Avignon, c'est pour continuer à dire ce qu'il a sur le cœur. Vous n'êtes pas dans la précarité, des gens sont en train d'y plonger. Tu oses me dire ça? Moi j'ai 13 semi-remorques qui sont bloqués là avec 45 personnes. Moi j'occupe mon lieu, j'y vis tant dans ma roulotte. Alors tais-toi! Une colère et une tristesse qui sont aussi l'expression d'une fracture à l'intérieur du monde artistique. Quant aux festivaliers, ils ont reporté leur appétit sur le off, où les petites troupes essaient de continuer le travail entrepris parce qu'elles n'ont pas le choix.
Les comédiens du spectacle de Landru ont décidé de rejouer pour ne pas couler la compagnie qui a tout misé sur eux. L'enjeu est de permettre à la compagnie qui nous a fait confiance de pouvoir continuer à exister. On ne peut pas prendre ce risque, on ne peut pas les envoyer au pilori comme ça. Mais on est complètement bouleversé, déchiré de devoir reprendre le travail. Et toutes mes lettres sans réponse. Elles ont du spectre. Et ma famille que vous refusez de rencontrer. Je suis un sauvage. Jouer par passion et pour séduire les programmateurs qui sont dans la salle. Mais non! On fait notre marché dans le off chaque année. Et donc cette année, on est venu en se disant on verra bien ce qui se passe. Ailleurs, des intermittents ont commencé à mettre en scène leur propre histoire, entre tragédie et comédie, pour expliquer la crise au public. Même l'accord tant décrié du ministre de la Culture peut devenir sujet de théâtre. 85 € multiplié par le nombre d'heures travaillées, NHT, accompli par l'intéressé dans la période de référence de 9 mois et déterminé comme indiqué à l'article 2 du précédent protocole. Une pièce qu'on verra peut-être au Festival d'Avignon en 2004, si festival il y a. Chacun un peu la gueule de bois sur les lieux des festivals, on l'a vu, mais aussi sur les plateaux de tournage, où on s'interroge sur le coût de la grève et le risque d'une poursuite du conflit. Reportage François Baudonnet et Maxime Soulard. Il y a une semaine ici, aucun camion n'aurait pu sortir. 200 intermittents en grève bloquaient l'accès au matériel et au studio. Action! Aujourd'hui, 50 personnes, tous des intermittents, mettent la dernière main au tournage du téléfilm La Crime. Et alors que le conflit n'est pas fini, la profession s'interroge déjà sur le coût de cette grève. Vous savez qu'une journée de tournage coûte entre 50 et 100 000 €. Une seule journée de tournage. Par conséquent, il faut avoir les reins sérieusement solides pour faire face à ce type de situation. 4 journées de grève sont venues perturber ce tournage. Mais pour les ingénieurs du son, les caméramens ou les éclairagistes, le combat vaut bien plus que quelques centaines de milliers d'euros. Tu vas aller directement au fond, tu parles tout de suite, Isabelle. Ça fait des années qu'on me répète que la culture est déficitaire, que la culture ne rapporte rien à la France. Et puis d'un seul coup, on apprend qu'il y a plein de gens qui vont faire plein d'argent. Donc je voudrais savoir d'où il sort. Au-delà de cette ironie, les professionnels du cinéma et de la télévision, qu'ils soient employeurs ou employés, sont meurtris par la grève. Si elle se poursuivait, les petites maisons de production ne s'en relèveraient pas. Les résultats du bac 2003, un taux de réussite global de 80,1%. Une excellente cuvée puisque le taux de réussite est en progression d'1,3 par rapport à l'année dernière. On retiendra qu'en série S, 84,7% des candidats ont été reçus, 76,7% en série technologie, 75,9% en série professionnelle. Luc Ferry affirme que le bac n'a pas été bradé. C'est un bon cru, précise-t-il. Beaucoup évoquent tout de même une certaine indulgence des correcteurs. Au terme de longues hésitations et même de refus successifs du rectorat, le premier lycée privé musulman de France ouvrira finalement ses portes à la rentrée prochaine à Lille. L'éducation nationale lui a donné son agrément hier. L'établissement est situé non loin de la mosquée. Reportage Frédéric Vian, Patrick Wurstorm. À Lille, il y avait déjà l'université catholique, avec ses 128 ans d'existence, ses bâtiments néogothiques et ses 15 000 étudiants. Désormais, et plus modestement, il y aura aussi le lycée musulman installé, lui, au 2e étage de cette maison de l'île Sud. Avec ses 30 élèves, il sera le seul établissement musulman de France. Musulman, oui, mais selon ses dirigeants, ni sectaire, ni communautariste. Tous les élèves de différentes confessions, ils sont tous les bienvenus, musulmans, juifs, catholiques, c'est ouvert à tous. Les filles voilées, les filles non voilées, ils sont tous les bienvenus dans notre établissement, le lycée Averroès. Le programme respectera évidemment le programme commun des autres établissements. C'est en général ce qui se fait dans les établissements privés. L'enseignement à caractère religieux est facultatif. Facultatif, mais très présent. Au rez-de-chaussée, on trouve ainsi une salle de prière, le lycée étant installé au-dessus de la mosquée de l'île Sud. Les locaux sont ceux d'une association confessionnelle qui comprend notamment une librairie spécialisée et le budget de fonctionnement du lycée est assuré par une souscription privée. L'établissement pourra un jour prétendre à une aide financière de l'éducation nationale, mais il lui faudra pour cela attendre au moins 5 ans.
Le ministre de la Santé s'inquiète de la couverture médicale en zone rurale. Aujourd'hui, déjà, 70% des communes de l'Indre n'ont plus de médecin. Un observatoire de la démographie médicale sera mis en place. Portrait d'un médecin généraliste isolé entre l'Indre et la Creuse, loin de tout hôpital. Reportage Christophe de Valambras et Philippe Ritten. Le docteur Lemaire arrive à la ferme des Valais, perdu dans un petit hameau aux confins de l'Indre et de la Creuse. Le moral, il est bon? Oh oui. Quand il vient ici, il ausculte toute la famille pour limiter les visites. Les déplacements à domicile sont déjà nombreux, une contrainte incontournable du médecin de campagne. Mais vous savez, on est en zone rurale, la population vieillit et il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport, qui ne peuvent pas se déplacer. Et le docteur Lemaire doit aussi savoir faire face à toutes les pathologies. L'hôpital le plus proche est à 50 km. Ça pique. En cas d'urgence, le médecin de campagne est le seul à pouvoir intervenir. Et les astreintes de nuit sont légion. La continuité des soins. Voilà la difficulté de la médecine en zone rurale. C'est pas des horaires de bureau. Non, pas du tout. Hein? C'est la continuité des soins. Charge de travail énorme, isolement professionnel et culturel, les jeunes généralistes rechignent à s'installer à la campagne. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, a annoncé ce matin sa volonté d'engager une série de mesures, notamment des aides financières, pour rendre plus attractif l'exercice en milieu rural. Je ne suis pas certain que le problème soit un problème financier. À mon avis, c'est pas avec l'argent qu'on va résoudre le problème. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a un problème de reconnaissance de ce travail difficile, qui est la médecine générale en zone rurale. Et je pense que ce que demandent surtout les médecins, beaucoup plus que de l'argent, c'est du temps libre. Une solution envisagée par le ministre de la Santé pourrait consister à créer des maisons médicales regroupant plusieurs praticiens. Quoi qu'il en soit, il faut agir rapidement. Dans l'Indre, par exemple, déjà 70% des communes n'ont plus de médecins. L'actualité à l'étranger, en Irak, plusieurs centaines de militaires qui ont participé à la bataille de Bagdad ont été décorés durant une cérémonie qui se déroulait sur le stade de la capitale. Ce sont les troupes du 3e bataillon d'infanterie qui étaient à l'honneur. En Bosnie-Herzégovine, il y a 8 ans, les forces serbes perpétraient l'un des plus terribles massacres depuis la Seconde Guerre mondiale. Les martyrs de Srebrenica ont été aujourd'hui honorés par des milliers de musulmans venus se recueillir. Maryse Burko. Les femmes de Srebrenica enterrent leurs morts, enfin. 8 longues années auront été nécessaires pour que les corps d'un de leurs frères, d'un mari, d'un père, d'un fils soient formellement identifiés. Srebrenica, ou l'histoire de la plus sanglante tuerie en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 7000 hommes âgés de 14 à 75 ans, sommairement exécutés par les forces serbes en juillet 1995, leur seul crime, être musulmans. La liste des noms des victimes accompagne le travail des hommes. La terre recouvre les cercueils enveloppés d'un drapeau vert, la couleur de l'islam. Et les femmes refont dans leur tête, à en perdre la raison, le film de ce massacre qui aurait pu être évité. En juillet 1995, Srebrenica est sous la protection des Nations Unies. C'est une zone de sécurité pour les musulmans. Mais lorsque les forces serbes s'emparent de cette enclave, les Nations Unies ne reçoivent pas l'ordre d'intervenir. Les femmes sont séparées des hommes. Elles ne les reverront jamais. Des femmes qui, pour toute consolation, se disent désormais que les hommes de leur vie reposent en paix. Pendant que Karadzic et Mladic, les responsables du massacre, sont toujours en fuite. En France, on a appris en fin d'après-midi qu'un incendie s'était déclaré près de Marseille, dans la commune d'Anzuès-la-Redonne. Un camion de pompiers a été brûlé, plusieurs maisons ont été évacuées. Nous faisons tout de suite le point avec Daniel Fraise, officier chargé de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône, par téléphone avec Frédéric Monteil. Nous avons un feu qui pour l'instant a été limité à hauteur de 200 hectares et qui bien entendu évolue toujours d'une évolution beaucoup plus lente vers le sud-est. Et c'est un feu qui a parcouru, donc, comme je vous disais, à peu près 200 hectares et sur lequel œuvrent en ce moment 500 sapeurs-pompiers, ce qui représente à peu près 550 engins de lutte. Pour l'instant, des évacuations massives ne se sont pas faites. Il y a eu surtout de la protection de points sensibles, donc de villas ou de lieux très urbanisés. Évidemment, les
des riverains. Et par habitude, certains ont protégé leur maison, ont fermé les volets, ont respecté les règles qui étaient nécessaires. Est-ce qu'il y a des blessés? Alors, pour l'instant, au niveau de la population civile, nous n'avons pas déploré de blessés. Par contre, au niveau des sapeurs-pompiers, nous avons là, dans un premier temps, 2 véhicules endommagés, c'est-à-dire un brûlé et un renversé, et ce qui nous donne 4 blessés. La sécheresse qui continue de s'étendre avec comme conséquence pour les agriculteurs de manquer de fourrage pour nourrir les élevages de bétail. Du fourrage qui a été par exemple transporté du Cher vers Saint-Étienne. Et la moisson est légèrement en avance en Île-de-France avec 15 jours d'avance. La moisson a commencé en Seine-et-Marne. La récolte risque d'être moins bonne que d'habitude. Reportage Agnès Monteux, Caro Greco. Elle avale 15 tonnes d'orge par heure, inlassablement. Tous les ans, c'est la même course. Quand les céréales sont mûres, il faut les récolter très vite, tant que la météo le permet. Et cette année, avec la sécheresse, Alexis doit en plus rester très vigilant. Hier, on a eu un départ de feu dans un champ d'orge de printemps. Et en l'espace d'un quart d'heure, il y a 2 hectares qui ont brûlé. Il y a très gros danger, des petits cailloux qui passent dans la machine, une petite étincelle et l'incendie démarre. 10% ou 20% de récolte en moins, c'est une des conséquences directes de cette sécheresse. J'ai fini la première benne. Avec son associé Alexandre, ils savent que la récolte ne sera pas bonne cette année. Les grains d'orge stockés dans cette coopérative seront vendus moins cher que d'habitude. Normalement, l'orge est vendu en malterie, mais suite aux éléments climatiques et puis à la sécheresse, cette orge va partir pour le bétail. Pour eux, la moisson de l'orge a commencé hier et déjà le blé est prêt avec 15 jours d'avance. Ouais. Il y a plein de petits grains, il a mûri beaucoup trop vite. Hein. Bon, on va pouvoir... Mais il est mûr, il est sec. Lui aussi sera de moins bonne qualité. La culture, elle a entamé son processus physiologique et elle est mûre. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il y a encore du chemin à parcourir pour le maïs et pour les betteraves. Il est encore trop tôt pour connaître les pertes financières, mais ils espèrent que la sécheresse s'arrêtera pour, au moins, se rattraper sur les cultures d'automne. En cette période estivale, les contrôles sanitaires se multiplient. L'exemple de ces contrôles alimentaires dans 2 restaurants de Gironde. Elisabeth Esley. Ils envoient de drôles de choses, les inspecteurs des services vétérinaires. On a un problème d'écoulement de l'eau de condensat du groupe, avec une pseudo-récupération de cette eau dans le couvercle de la sauce béarnaise, donc c'est vraiment pas l'idéal. Un autre exemple de produit qui a été ouvert, qui n'a plus de protection. Dans la chambre froide de ce restaurant de Gironde, à part les dates de péremption qui sont respectées, tout est à revoir, à commencer par la température qui ne devrait pas dépasser ici 4 degrés. Et la charcuterie a encore plus chaud. Elle culmine à 13 degrés au-dessus de la température réglementaire. Sanction pour le patron, seulement un avertissement, parce qu'il s'est engagé à faire des travaux en respectant un échéancier. On n'est pas là pour rendre les gens malades, quoi. Donc c'est bien de savoir, d'être au courant un peu de tout ce qu'il faut faire, quoi. Dans la friterie d'à côté, les inspecteurs s'intéressent à la viande. Un décret oblige les établissements à afficher l'origine des viandes bovines. À l'entrée du restaurant. Plutôt bien, sauf que ces steaks espagnols ne sont mentionnés nulle part. Le mois dernier, les services vétérinaires s'étaient penchés sur les viandes pour grillade. 2,5 tonnes de saucisses et brochettes ont été saisies dans toute la France. Avec les vacances, la grande ascension a commencé sur la dune du Pilat. Chaque année, on compte plus d'1,5 million de visiteurs, le site donc le plus visité d'Aquitaine, mais aussi une énorme masse de sable qui n'arrête pas de se déplacer. Reportage David Bazier, Bernard Benarme. À la dune du Pilat, c'est tous les jours l'étape de montagne. Il y a les grimpeurs, les grands baroudeurs et ceux qui souffrent. Avoir fait la dune, c'est ça qui est beau, même si essoufflé, c'est très dur à l'arrivée de faire des commentaires pour la télé. Je monte, merci, au revoir. Oui, c'est fatigant, c'est fatigant. Il faut qu'on se mette en forme. C'est le défi de le faire et puis être en contact direct avec la nature. Une fois grimpé sur le ventre du monstre de sable, 100 mètres au-dessus du bassin d'Arcachon, la plus belle vue de la région. Et du sable, du sable, du sable, ça évoque ce que ça évoque. J'ai fait mon service militaire au Sahara, ben, c'est pareil. On se croirait un peu dans les îles, hein. Pacifique, magnifique. Ça te plaît, bébé?
Ça plaît tellement que le site reçoit 1 500 000 visiteurs par an. Une foule de plus en plus nombreuse qu'il faut accompagner. Chaque saison, la commune de La Teste installe son gigantesque escalier. Il y a d'autres accès à la dune, mais on a souhaité pouvoir canaliser les visiteurs de manière à ce que ce flux important passe par un endroit que l'on peut organiser et entretenir régulièrement. Car la dune est surveillée étroitement, elle avance de 4 à 5 mètres par an. Au camping de la dune, le directeur Christian Blidon a vu sa piscine disparaître, ensevelie par le sable. Eh bien voilà, nous sommes sur la dune et ici, à la verticale, se trouvait la piscine jusqu'en 1985. On a donc reconstruit la piscine le plus loin possible de la dune. Elle nous nourrit, mais elle nous mange. Donc comme elle nous nourrit, il faut l'entretenir, il faut la soigner, il faut veiller à son évolution. Et puis elle nous mange, c'est l'irréversible, c'est l'irrémédiable. Irrémédiable, mais les études le montrent, ce n'est pas le tourisme qui fait s'affaisser la dune, c'est la nature. Le Tour de France sous la canicule, c'est toujours l'Italien Petacchi qui fait des merveilles, des coureurs qui peinent sous la chaleur. Julien Beaumont. 32 degrés à l'ombre, sur l'une des étapes les plus longues de ce Tour du Centenaire. Côté public, pas de problème, la caravane publicitaire a tout prévu. Pour les coureurs, c'est une autre histoire. Toute la journée, les directeurs sportifs n'ont pas arrêté de ravitailler les membres de leur équipe. Certains ont pris jusqu'à 12 bidons, soit 6 litres d'eau, pour se rafraîchir ou se désaltérer. On perd énormément d'eau, mais le problème c'est qu'on est obligé de beaucoup boire et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que de boire trop de liquide pour l'organisme c'est pas top. Mais bon, il faut faire avec, on est obligé, hein, le temps est là et on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, les médecins étaient particulièrement vigilants. Au final, pas d'intervention liée à la chaleur, mais une étape comme celle-ci peut avoir des répercussions à court terme. Les organismes dépensent beaucoup plus d'énergie. Ensuite, la nuit, les coureurs dorment moins bien. Donc le lendemain matin, ils n'ont pas complètement récupéré. Avec des étapes de montagne à venir, on craint une fatigue qui va progresser très vite et des abandons. Dans ces conditions, autant compter sur le public. Arrosés tout au long du parcours, Anthony Gélin et Stuart O'Grady n'ont pourtant pas réussi à mener leur échappée au bout. Ils échouent à quelques kilomètres de l'arrivée. Les deux hommes ne se sont pas entendus. J'ai l'impression qu'il en garde sur la fin et puis 25 bornes avant l'arrivée, dans la poste, il essaie de m'attaquer à 2-3 fois quoi. Pour la 4e fois depuis le début du tour, c'est l'Italien Alessandro Petacchi qui l'emporte. À Lyon, Victor Hugo Pena conserve son maillot jaune à la veille de la première étape de montagne. Il s'agit d'un livre d'art et pourtant le sujet apparemment ne s'y prête pas. Pourtant cette biographie du saucisson à travers l'histoire est pleine d'insolites, de beauté et de drôlerie. Une sorte de carnet de voyage du salami que nous feuilletons avec Christophe Hérault et Patrick Deschmecker. Vous me direz peut-être, attention, il y a saucisson et saucisson, en érigeant une hiérarchie de l'excellence où le saucisson de ménage rivalise avec la Rosette et le Jésus. Il est de ces conteurs solitaires passionnés par le salami. Il s'appelle Gérard Oberlé, écrivain ripailleur et rabelaisien. Du moujik, du pur cambrousard qui s'aère dans les... Sa Bible saucissonneuse est faite de 60 icônes. Son texte s'inspire de ses photos, de ses natures mortes, de saucissons. Ce marbre, ce granit ou ce porphyre, c'est un défi d'écrire un texte sur 60 portraits de salami filmés comme si c'était des mannequins. Je ne savais pas si c'était de la répulsion, de l'admiration. Enfin, ça a soulevé des problèmes à la fois mystiques, théologiques, esthétiques, artistiques, psychiatriques, sexuels. Enfin... Son complice est un Suisse-Allemand installé à New York, Hans Giesinger. Photographe habitué des couvertures de Vogue, il a l'œil malicieux et le silence farceur. On ne pourra éviter de dire « Hans fait de l'art avec le cochon ». C'est plutôt de la sculpture. Le salami devient une espèce de totem, devient un objet. Et on n'est plus dans le champ de la photographie, mais plutôt dans le champ de la sculpture. À la vue de ces sculptures, Gérard Oberlé est parti en voyage vers la petite boutique au coin de la rue de son enfance alsacienne. Il n'a pas oublié que dans le cochon, tout est bon, de la mortadelle au fromage de tête. Un demi-siècle est passé, mais bien vite ressurgit le souvenir de sa première dégustation. J'ai écrit un livre qui s'appelle Salami, parce que Madame Guépard, c'était comme ça, elle était là, très... Oui, oui.
Quand je venais avec ma mère faire les courses ici, à la fin, quand elle disait « Komm, Kleiner !» et puis elle me mettait dans le bec une rondelle de salami, des trucs comme ça. Depuis cette offrande, il cherche du cochon partout, des étals de charcuterie jusqu'au marbre des églises. Gérard Oberlé a couru de l'Alsace à l'Italie, des bas-fonds de cuisine aux bibliothèques érudites, jusqu'à débusquer ses ex-voto en l'honneur de ce bétail. Une dernière petite tranche de salami et il vous convertit à sa mythologie de la cochonaille. Elle a tout juste 24 ans et donne un air de fraîcheur à la chanson française. Émilie Simon vient de sortir un premier album. Elle est en tournée en France. Olivier Lenuzza, Thierry Breton. Toute sa vie, elle la rêve en musique. Dans un désert, le désert de mon cœur. Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre, je t'attends et je sombre dans un désert. Émilie Simon, un Pierrot lunaire qui dévoile son univers. Je cherchais pas à plaire forcément à quelqu'un, je cherchais à me découvrir. Et petit à petit, comme ça, j'ai découvert comme ça des facettes que j'avais envie de développer. Et voilà, ça a donné mes morceaux. Oh darling, please, tell me you're the one. Elle semble ailleurs, elle qui vit depuis toujours dans un monde en chansons. Un papa ingénieur du son, des mélodies composées dès l'âge de 12 ans, un diplôme de musicologie, et puis 3 années à peaufiner chez elle sur son ordinateur, un premier album novateur. 3 années à élaborer chaque son. Elle a des contrôles, elle envoie des données à l'ordinateur qui dit je veux que ma voix là se transforme en eau. Travailler le son pour moi c'est comme travailler une mélodie ou comme travailler une composition générale. Auteur, compositeur, interprète, producteur, elle aime le merveilleux, semble sortie tout droit d'un conte. Émilie Simon, la poupée de son de la chanson française. Le chanteur de charme André Clavaux s'est éteint à l'âge de 91 ans. Léo Ferré et même Charlie Chaplin avaient écrit pour lui. Pour Charlot, c'était un peu le Bing Crosby français. Ainsi se termine ce journal. Le point route de Valérie Maurice, puis la météo de Nathalie Rioué. 20h55, votre soirée polar avec un inédit de Nestor Burma. 0h45, le dernier journal. Laurence Piquet, je vous remercie de votre attention. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images en Australie, des images très rares d'une baleine albinos. Votre soirée sur France